Je vous propose de nous tourner maintenant vers le département des Alpes-Maritimes qui donc va nous présenter plusieurs choses. Merci d'accueillir à mes côtés Xavier Pelletier, préfet délégué chargé de la reconstruction des vallées à la préfecture des Alpes-Maritimes. Emmanuel Perrin, architecte urbaniste de Perrin Architecture, et Emmanuel Delmotte, maire de la ville de Châteauneuf-Grasse. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie, installez-vous. Je pense que c'est primordial justement d'écouter ces exemples de cet après-midi. Vous allez dire, mais pourquoi les Alpes-Maritimes? En fait, l'idée justement, c'était de s'intéresser à ce territoire en premier lieu qui a subi malheureusement une grave tempête. Donc on va commencer justement par ce premier retour d'expérience. Monsieur le préfet, nous avons intitulé ce retour d'expérience « Habiter le territoire autrement, un laboratoire d'idées dans la vallée de la Roya ou les leçons d'une tempête ». Je le rappelle, le 2 octobre 2020, la tempête Alex, qui sévit dans l'Hexagone depuis quelques jours, provoque un épisode méditerranéen exceptionnel dans les vallées du département des Alpes-Maritimes. Le drame est immense, le bilan humain lourd, avec 11 morts et 8 disparus, et les vallées sont très fortement impactées par ces intempéries. Le traumatisme est immense, tout est à reconstruire, et quelques jours après, le président de la République, venu sur place, s'est engagé sur la reconstruction de ces vallées. Monsieur le préfet, pouvez-vous peut-être nous raconter comment cette aventure a commencé pour vous? Bonjour Pauline, bonjour à toutes et à tous. Ça a commencé par un coup de fil de Matignon, où mon interlocuteur m'a dit Xavier, demain, en Conseil des ministres, tu vas être nommé préfet chargé de la reconstruction des vallées sinistrées des Alpes-Maritimes. Donc au téléphone, il y a peut-être quelques anges qui sont passés, n'est-ce pas? Et puis mon interlocuteur m'a dit tu mesures la confiance et tu comprends que une proposition comme celle-là ne se refuse pas. Donc évidemment, je n'ai pas hésité. Un jour après, j'étais sur le terrain et effectivement, j'ai été confronté à ce contexte de désolation totale pour matérialiser un petit peu le niveau de destruction, hein, une centaine de kilomètres de routes emportées, une soixantaine d'ouvrages d'art, soit totalement détruits, soit très touchés, 200 km de réseau et à peu près 350 maisons aussi là impactées, très impactées ou totalement détruites. Donc le président de la République était, comme vous l'avez dit, le 7 octobre dans les vallées pour annoncer le soutien de la nation et l'engagement très fort de l'État. Et donc la première incarnation, ça a été cette nomination et une ligne directrice très forte. C'est ce qu'il a dit aux habitants et aux élus. Cette reconstruction, elle doit être résiliente et durable. Oui, c'est ça. Donc des engagements financiers, quand même, on en parle, une mission qui est créée avec, quand on a préparé cette conférence, une idée de 3 ingrédients. Comment on marche pour cette reconstruction? Quels étaient ces 3 ingrédients? Alors effectivement, engagement financier de l'État très fort, 615 millions d'euros hein, pour assurer cette reconstruction à travers plusieurs outils financiers. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Une ingénierie, une organisation, une incarnation aussi de la mission. C'est ce que disait Catherine Vautrin tout à l'heure. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'incarner les missions, d'incarner les objectifs. Et finalement, de fédérer les énergies, les institutions, les élus, et faire en sorte que finalement, l'ensemble des compétences, des savoir-faire soient mobilisés pour que cette reconstruction avance. On a fait en sorte notamment de gérer l'exposition au risque. On s'est adossé à l'EPF PACA. J'ai vu la directrice générale de l'EPF PACA qui est là et qui nous a apporté un soutien absolument précieux. Et ensuite, avoir à l'esprit cette stratégie. Ça veut dire quoi une reconstruction résiliente et durable? Ça veut dire d'abord faire en sorte que les leçons de la catastrophe soient bien comprises et bien retenues, donc de nouvelles zones de risque inconstructibles. Faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun habitant qui à l'avenir soit exposé au risque. Ça veut dire la mobilisation du fonds Barnier, qu'on a mobilisé à des hauteurs inédites en France, 120 millions d'euros, c'est considérable. Ensuite, faire en sorte que les infrastructures qui sont reconstruites puissent résister à un nouvel épisode. Oui, intégrer finalement aussi les enjeux de ce qui arrive en fait. Alors, intégrer les enjeux, ce qui arrive. Et puis, le dernier volet qui était très important à mes yeux, ne pas s'en tenir uniquement à une reconstruction, à la remise en place des routes et des ponts, mais donner à ces territoires une capacité de rebond.
Donc envisager l'avenir, réenchanter. Il faut voir que le traumatisme était profond auprès des maires. Moi, j'ai vu les maires de toutes ces vallées. J'étais 3 jours minimum par semaine sur le terrain. Les maires étaient désemparés parce que la tâche et les chantiers étaient immenses. Et certains se demandaient comment on allait faire face. Il y avait cette peur aussi que les gens partent finalement. Alors justement, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette déprise, le gouvernement a engagé 50 millions d'euros pour porter des projets de développement et d'attractivité. Sur la base d'une concertation citoyenne. C'est une première en France. Associer les habitants, les maires... On en parlait tout à l'heure, cette importance de faire parler les habitants. Et puis leur dire, vous avez un avenir dans vos territoires. Et en faire finalement des acteurs et leur dire comment demain vous envisagez la vie dans vos vallées. Quels sont les éléments sur lesquels il faut qu'on s'adosse, quelles sont les perspectives que vous avez à l'esprit. Et donc cette concertation citoyenne a permis de co-construire, on en a fait d'abord un diagnostic territorial, faire le bilan, quels sont les atouts et finalement les talons d'Achille de ces vallées. Les citoyens ont réagi par rapport à tout ça. Alors on a organisé ça via une plateforme participative et des ateliers dans les vallées, en intervallés, en associant les maires, parce qu'il est très important que les maires soient aussi moteurs de tout ça. Et aujourd'hui, on va développer, on va dérouler tous ces projets qui portent sur les mobilités, sur le logement, j'en dirai quelques mots évidemment, sur le tourisme, l'activité économique, la santé, etc. Et quand je parle de 50 millions d'euros par État, évidemment ces crédits vont être complétés par des financements des collectivités territoriales, mais aussi des crédits de droit commun. Le logement, finalement, c'est peut-être la pierre angulaire de cette reconstruction, de cette régénération des perspectives dans ces vallées. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces communes et les maires, et c'est pour ça qu'ils étaient extrêmement angoissés, ils ont perdu avec la tempête beaucoup de foncier. Moi, je me souviens d'une réunion à Fontan avec le maire. On ouvre la carte de l'exposition rouge, qui me dit voilà, la commune, elle est toute en rouge. Voilà. Il y a pas uniquement évidemment le risque de crue torrentielle, il y a aussi les risques de glissement de terrain, de chute de blocs, d'avalanche, etc. À croire que le territoire devient inhabitable. On est cerné par les risques. Alors, et c'était l'angoisse des élus, de dire comment on va faire. Les risques, la loi montagne, on ne peut plus rien faire, monsieur le préfet. Et je leur ai dit, on va village par village faire du sur-mesure, faire du couture, faire en sorte qu'on puisse regarder les perspectives d'ouverture à l'urbanisation. Et donc on a déroulé notamment sur le logement un certain nombre de stratégies. Je vais en évoquer peut-être 2 rapidement et puis on y reviendra. Comment faire en sorte de redonner de l'attractivité aux centres-bourgs. Parce que les centres-bourgs sont un peu souvent en déshérence, il y a beaucoup de biens sans maître, il y a une attractivité très dégradée. Donc on va faire en sorte de rénover, on va faire en sorte de mettre en œuvre des logiques d'hôtellerie diffuse, parce que par exemple, si je prends l'exemple de la Roya, il manque 250 lits dans la Roya. C'est considérable. C'est pour ça aussi que l'attractivité est dégradée. Donc, utiliser les tènements immobiliers qui sont dans les centres-bourgs, qui sont baignés dans un environnement patrimonial extrêmement intéressant, fait de chapelles, d'églises baroques, etc. Donc, ne pas artificialiser à nouveau, donc pour construire des hôtels, mais utiliser l'étalement immobilier des centres-bourgs. C'est intéressant parce que c'est une pompe à attractivité pour le coup et à développement. Quand on ouvre des hôtels, on crée aussi des commerces, des restaurants et on génère un renouveau de ces centres-bourgs. Tout en faisant une valorisation patrimoniale de l'existant, en prenant en compte le risque. Exactement. Et puis aussi essayer d'utiliser les tènements immobiliers, le foncier qui existe. Deuxième exemple, à Saint-Dalmas-de-Tende, pour ceux qui connaissent, il y a une très très belle gare et un très beau tènement immobilier de 8 hectares. Gare majestueuse, construite par Mussolini, qui voulait montrer au roi Victor Emmanuel III que son territoire de chasse, aux confins de la France, était magnifique et que finalement l'Italie puissante avait des infrastructures absolument gigantesques. Il faut savoir que la gare de Saint-Dalmas-de-Tende, qui dépend de la commune de Tende, est quasiment plus grosse que la gare de Nice. C'est très impressionnant. Mais ce sont des tènements immobiliers qui sont en déshérence aussi depuis des années.
Donc on va mettre en œuvre un programme. On a mobilisé, je crois que la DGLN évidemment est très présente à ces assises. On a mobilisé la logique et le travail sur des ateliers flash. Donc on a réuni les acteurs, on réfléchit comment utiliser ce tènement immobilier avec évidemment des fonctionnalités complémentaires, de l'habitat durable bien entendu, pourquoi pas des EHPAD, de l'intergérationnel, des infrastructures sportives. Donc on va en fait recréer un quartier. Et le maire, il se dit, mais j'avais jamais imaginé qu'on pouvait envisager les choses d'une telle manière. Alors, il y a un autre exemple qui était très intéressant aussi, dont vous m'avez parlé, c'est la traversée de Fontan, justement sur cette prise en compte du risque. On en parlait tout à l'heure. Donc, cette traversée qui était à l'époque majestueuse, comment vous avez fait pour la maintenir ? Alors, en 2 mots, Fontan. Fontan, c'est sur la route du sel. Donc, c'est une route historique, économique, qui a fait le rayonnement au XVIIe, XVIIIe siècle de la Haute-Troya, qui débouche ensuite sur l'Italie. Le village s'est construit de part et d'autre de la route, et puis s'est peu à peu rapproché de la Roya, qui est un fleuve, puisque le cours d'eau se jette dans la mer. Et en fait, à l'occasion de la tempête Alex, les tènements immobiliers qui ont été emportés, c'est ceux qui ont été construits au XXe siècle, trop près du cours d'eau. Logiquement, on aurait dû intervenir via le fonds Barnier, donc en détruisant ces tènements immobiliers touchés, donc, qui sont inhabitables et qui ont vocation à être inhabitables. On a révolutionné la mise en œuvre du fonds Barnier avec la DGPR. Plutôt que de détruire, on reconstruit. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est que ces tènements immobiliers, ils sont entremêlés. Et si on intervient, le risque, c'est qu'on déstabilise. On aurait pu mettre à plat complètement cet endroit. Voilà. Déstabiliser donc, complètement on reconstruit, ça reste risque, inhabitable. On crée finalement une sorte de village un peu Potemkin. Mais à travers cette reconstruction, on refortifie l'ensemble des tènements immobiliers et on ne défigure pas la traversée de Fontan. Deuxième expérimentation, c'est via le MIRAPI, mieux reconstruire après inondation. Alors, petite anecdote, quand j'ai pris mon poste, Barbara Pompili, qui était la ministre en charge de la transition écologique, me dit « Monsieur le préfet, il faut mobiliser le dispositif MIRAPI ». Je lui dis « Madame la ministre, avec grand plaisir. La seule chose, c'est que MIRAPI, ça a été conçu pour des inondations acyclantes. C'est la Saône qui monte, on finance des bâtards d'eau, des dispositifs de cette nature, donc l'État prend 80%, il reste 20% à la charge des propriétaires. J'ai dit la difficulté, c'est que là on a affaire à des crues torrentielles, donc les bâtards d'eau, inutile de vous dire que ce n'est pas du tout adapté. Donc elle m'a dit, vous avez carte blanche, essayez de réfléchir. Donc j'ai dit, moi d'intuition, on pourrait utiliser le MIRAPI pour conforter les fondations de ces tènements immobiliers. Donc on a mobilisé un architecte spécialisé dans le risque et effectivement on arrive à cette conclusion. Donc on fait sauter les verrous et les plafonds financiers, l'État prend en charge 80%. Et ensuite, le GEMAPien vient conforter au droit des bâtiments à travers des dispositifs, alors on dirait trivialement un mur qui est fondé à 2 mètres en dessous du niveau de la rivière pour éviter les affouillements. Vous allez me dire, mais il reste 20% à financer. La difficulté, elle est là, c'est qu'on a affaire à une sociologie à Fontan de gens qui n'ont pas les moyens de prendre en compte ces sommes qui sont considérables. Par tènement immobilier, c'est entre 500, 800, 900, 1 million d'euros à apporter. Donc là, je suis en train, depuis 1 an et demi, de travailler avec les compagnies d'assurance, avec France Assureurs et la Fondation du patrimoine pour faire en sorte que les compagnies d'assurance fassent du mécénat pour porter ce reste à payer. C'est intéressant et c'est une logique, je dirais, gagnant-gagnant pour tout le monde, puisque les compagnies d'assurance sont à peu près assurées ensuite du fait qu'il y aura de la résilience dans ces bâtiments après toutes ces interventions. Peut-être un dernier mot avant de passer à notre deuxième retour d'expérience. Bien sûr, on va discuter encore ensemble, mais quelles seraient pour vous les clés du succès de cette opération qui est quand même incroyable, ce que vous faites en ce moment dans cette vallée? Quelle est pour vous la clé de... Qu'est-ce qui fait que ça marche, cette concertation citoyenne qui a pris, qui avance? Je crois que ce sont tous ces ingrédients. Le premier, et au-delà de ma personne, c'est d'incarner la stratégie.
C'est extrêmement important parce que les gens ont besoin d'avoir un interlocuteur identifié qui porte la responsabilité, donc ce n'est pas que du bonheur au quotidien, hein, je dois bien vous le dire, qui coordonne, qui met en ordre de marche en interministériel l'ensemble des services de l'État, des agences. J'ai parlé de l'EPF-PACA avec qui on travaille extrêmement bien, mais aussi la NCT, le CEREMA qui sont des partenaires du quotidien, les administrations centrales. Parce qu'en fait, on arrive à obtenir de l'aide quand on informe, quand on fait des retours sur les cas particuliers sur le terrain. J'ai fait venir sur le terrain la DGLN et la DGPR pour leur montrer d'abord l'ampleur des travaux à réaliser et parfois les petits points sur lesquels on a des difficultés, parce que je dois vous dire que la législation, la réglementation, nous aussi, services de l'État, on l'a subi quelque part, parce que on est parfois en contradiction entre certains objectifs, protéger les habitants, préserver l'environnement. Les choix sont parfois difficiles et la législation ne nous aide pas tous les jours pour être très opérationnelle. Donc voilà, il y a ces ingrédients. Ne jamais oublier les habitants. Évidemment, et au premier chef, les maires, parce que finalement, ce sont leurs territoires, ce sont eux les experts de leur quotidien. Et on a bien travaillé avec la DGN qui avait mené une expérience très intéressante sur comment habiter la France de demain. Mais en fait, dans les vallées des Alpes-Maritimes, j'ai essayé de construire ce laboratoire où finalement, vous l'avez dit Pauline, en octobre 2020, on est quasiment parti de ground zéro. Tout était détruit. Moi, je vous avoue, quand je suis arrivé sur le terrain, j'ai l'impression qu'il y avait eu des bombardements, tellement le territoire était déchiré, tellement les traumatismes étaient forts. Eh bien, il faut avoir cette stratégie intégratrice où finalement, on prend l'ensemble des enjeux, on reconstruit de manière résiliente et durable, aussi patrimoniale. J'ai évoqué le travail avec la Fondation du patrimoine. On pense au rebond des vallées, on construit l'avenir en intégrant les enjeux qui pèsent sur la planète. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire, je dirais, du tourisme à la mode des années 80. Voilà. Quand on pense au bâti, et j'évoquais les centres-bourgs, il faut évidemment adapter le logement. Les gens, ils ont envie d'avoir un logement avec une ouverture sur l'extérieur, éventuellement un petit jardin. Tout ça, c'est envisageable parce que la configuration de ces centres-bourgs peut être remodelée. Et là aussi, je l'évoquais tout à l'heure, quand j'ai dit on a fait des sur-mesures, j'ai mobilisé un architecte spécialisé dans les risques. On est allé dans tous les villages, on a ouvert les cartes, c'est Éric Daniel Lacombe pour ceux qui le connaissent, et on a redessiné. On a essayé d'expliquer aux maires que le parking en entrée de village et en zone rouge, ce n'est pas une bonne idée. Pour plein de raisons, parce que d'abord, quand on est exposé au risque, avoir sa voiture, c'est tenter les gens qui vont vouloir la récupérer au moment de... Voilà. Donc tout ça, ça se travaille. Une ambition, une concertation, un travail avec les habitants. Vous restez avec nous, monsieur le préfet. Je me tourne maintenant vers monsieur le maire de Châteauneuf-Grasse. Vous nous faites l'honneur d'être avec nous aussi aujourd'hui. Nous allons parler avec vous et madame Perrin à vos côtés de logement d'intérêt général et de projet alimentaire territorial. Avec cette question, quelles innovations pour allier habitat durable, maintien à domicile et autonomie alimentaire du territoire? Peut-être en quelques mots nous présenter votre commune, voilà le nombre d'habitants, et puis surtout on vous entend beaucoup justement en ce moment sur cette question de la résilience des territoires, cette question de vouloir redynamiser votre territoire et de faire attention à ce territoire. Présentez-nous déjà peut-être votre commune. Oui. Bonjour, d'abord merci d'accueillir les Alpes-Maritimes à Paris. Merci, avec grand plaisir. Merci monsieur le préfet d'avoir relaté, parce qu'il y a aussi eu des incidences sur les autres communes des Alpes-Maritimes, puisque le niveau de crue étant augmenté, le risque, je donne un chiffre, on était à 300 millilitres, 300 par mètre carré des pluies torrentielles dans les évaluations des risques. On est passé à 500, et donc on est tous en révision de nos PPR inondations. Ce qui a des impacts importants sur la constructibilité, notamment sur mon territoire, qui est à l'autre bout du département. Donc la commune de Châteauneuf, je reviendrai aussi sur la loi SRU, c'est 3700 habitants. Et lors de la présentation de mon premier mandat en 2020, nous étions 3002. C'est-à-dire en dessous de la loi SRU des 3005, c'est une incidence importante. Et on avait imaginé et lancé comme projet d'étudier un mode de vie, parce que nos citoyens souhaitaient réfléchir
à la résilience totale, c'est-à-dire alimentaire, eau, énergie sur le territoire. Donc avoir une autonomie finalement Alors complète. ça ne veut pas dire l'autarcie. Hein. Oui, bien sûr, c'est important quand même de le dire. Autonomie, vivre, essayer de produire le plus possible de notre énergie, de notre eau et de notre alimentation, voir d'abord si on était capable. Donc on a fait pas mal d'études, notamment avec le Crygène qui pour les bâtiments. Est-ce qu'on était capable d'être en autonomie énergétique sur nos bâtiments? Donc il y a une étude de 2 ans, près de 400 scénarios qui ont été évalués sur 2000 résidences principales. Et on a une autonomie énergétique possible avec 15% de toitures photovoltaïques, avec une rénovation globale des bâtiments en énergie, comment on appelle ça, isolation énergétique des toitures, des vitres, et en changement de toutes nos chaudières gaz et fioul. Donc on a lancé ce dispositif sur les bâtiments publics. Et on invite les particuliers, grâce aux collectivités. Je voulais remercier Madame Vautrin qui nous disait que les EPCI avaient un rôle, les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, avaient un rôle important puisque beaucoup de leurs missions, je pense au transport, hein, au développement économique, sont du ressort, même l'eau et l'assainissement à l'heure actuelle, sont du ressort des collectivités. Donc je suis aussi vice-président de la comité d'agglomération de Sophia Antipolis en charge du développement rural et de l'agriculture. Et donc sur le territoire de Châteauneuf, on a commencé cette réflexion sur une étude des bâtiments et sur l'étude alimentaire au travers d'un projet alimentaire territorial. Et on a relocalisé, alors la compétence des maires, c'est les cantines. Donc au bout de 2 ans, 100% de la production alimentaire a été faite en légumes, et on est 100% bio sur la cantine des écoles. C'est 400 repas jour sur les maternelles et 100 sur les crèches. Donc ça prend forme. Et maintenant, on se redirige. On a lancé on a, je crois, la première commune en autonomie énergétique avec une autoconsommation collective gratuite. C'est-à-dire que les citoyens qui ont un surplus d'énergie photovoltaïque le donnent à la commune. Ils ne le vendent pas. Donc on est personne morale organisatrice, on est en train de monter un dispositif qui est assez ambitieux. On voit un territoire extrêmement dynamique dans sa volonté justement d'avancer sur ce sujet. Alors il y a un autre sujet qui est très important pour vous, c'est ce sujet de l'eau. Parce qu'on le sait, cette dynamique, voilà, on a besoin d'eau, mais on est face à aussi de la sécheresse. On est les plus mauvais élèves de France, je pense, sur la matière d'eau, parce que si vous regardez un peu les consommations moyennes en France, on parle de la facture 120 mètres cubes. Famille de 4 personnes, 120 mètres cubes. Nous, on est à 360 mètres cubes. C'est pour ça que j'ai crié un peu dans les journaux ces temps-ci. J'ai à peu près 10 consommateurs sur la commune, particuliers, qui font la consommation intégrale de tous les agriculteurs du département des Alpes-Maritimes. C'est énorme, oui. Je ne pouvais pas ne pas vous interroger sur ce sujet puisque vous l'avez dit. Mais je ne suis pas la seule commune comme ça sur les Alpes-Maritimes. Vous n'êtes pas la seule commune. Malheureusement, on est très attractif et on est attractif aussi des excès. Bien sûr. On a une chance, c'est que j'ai des grandes propriétés. J'ai une petite commune de 900 hectares, dont 300 hectares de zone naturelle et 200 hectares de zone agricole qui ont vue mer. Donc dans des oliveraies. Et j'ai plusieurs propriétés de plus de 50 hectares qui appartiennent à des gens fortunés. Et ces gens-là arrosent du gazon à l'anglaise tout l'été. Et ça contribue aussi à la difficulté pour vous, justement, dans cette nécessité de vouloir apporter cette autonomie alimentaire des territoires, cette volonté de faire venir aussi finalement des néo-ruraux, des choses comme ça, des agriculteurs, j'entends. Le gros problème sur la production agricole, tout le département des Alpes-Maritimes a ce problème-là. Nous n'avons plus de production agricole depuis... on a perdu en 2 recensements agricoles plus de 50% de nos exploitations et on n'a plus de savoir-faire. Il nous reste encore des tènements fonciers. On a fait des inventaires de tènements fonciers. Moi, j'ai 200 hectares hein, et je n'arrive pas à installer un agriculteur parce que, il y a une rétention foncière en pensant tous que ces terrains deviendront constructibles un jour. Il a fallu 3 PLU pour que les gens aient une zone agricole protégée, pour que les gens commencent à comprendre que ça restera agricole. Et la deuxième chose, on n'a plus de savoir-faire agricole, dont notamment les maraîchers. Pourquoi? Parce que il y a la plante à parfum dans les Alpes-Maritimes. Je suis en limite de Grasse et il vaut mieux cultiver de la rose centifolia ou de n'importe quel parfum pour vendre aux parfumeurs. Donc les terrains agricoles sont en concurrence. Et vous avez une deuxième concurrence qui est le loisir. J'ai 2 golfs sur ma collectivité.
donc 2 golfs de 50 hectares et 5 centres équestres. Et jusqu'à présent, on a du mal à manger les chevaux dans les cantines, je le dis. Donc voilà, les difficultés de concurrence. Toute cette difficulté. Et là, arrive dans l'équation aussi Madame Perrin. Peut-être nous raconter justement, vous êtes architecte, urbaniste, comment vous êtes retrouvé sur ce projet donc, de volonté de rendre autonome ce territoire alimentaire. Quels sont les défis qui vous ont été présentés? Merci Pauline et merci de cette invitation. Je suis ravie de pouvoir présenter cette action. Mettez bien votre micro devant votre bouche. Ouais. Donc la société Perrin Architecture, qui est une société d'architecture et d'urbanisme, je l'ai créée il y a 4 ans, juste avant la crise du Covid, où j'avais 90% de ma clientèle qui étaient des hôteliers de luxe sur la Côte d'Azur. Et donc en 24 heures, j'ai perdu 90% de ma clientèle, puisque comme vous le savez, l'hôtellerie a été le premier secteur touché. Et il n'y a pas que les territoires qui sont résilients. C'est d'abord une compétence humaine et pour moi ça a été l'occasion, comme souvent après un choc et un traumatisme, d'un renouveau. Et ce renouveau, je l'ai bâti sur une posture d'architecte qui est celle de prendre soin des bâtiments, prendre soin des villes et prendre soin des territoires avec les autorités locales, les acteurs économiques et bien sûr les habitants. C'est dans cette démarche que j'ai rencontré Monsieur le maire Delmotte, autour de ce projet territorial de territorialisation de l'économie monétaire, mais aussi de toute l'économie non monétaire, l'alimentation, la qualité de la construction, la qualité d'habiter, autour d'une posture en fait, donc, qui était celle de la rénovation du bâti ancien, donc l'architecture du patrimoine, mais aussi l'architecture du paysage et l'architecture du territoire. C'est des choses qu'on pratique ensemble sur le territoire de Châteauneuf-Grasse et aussi ailleurs dans les Alpes-Maritimes, qui sont d'ailleurs un formidable laboratoire de la résilience, puisqu'on peut intervenir en post-catastrophe. Et puis là, le grand défi, c'est plutôt d'intervenir en amont d'une catastrophe qui est une catastrophe annoncée, mais qu'on a des difficultés à caractériser. Et c'est donc pour ça qu'on a besoin de recherche dans ces territoires. Donc, l'architecture du territoire, ici, je dirais qu'on la caractérise. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire réconcilier un couple qui a divorcé, qui est celui des habitants et du territoire qui est occupé. Ça, c'est l'enseignement de Bruno Latour, je dirais. Aujourd'hui, on vit dans une situation, on n'habite pas dans le territoire dont on dépend. Et c'était, je pense, le premier constat de la ville de Châteauneuf, de dire il y a un choc, toutes les voies de transport sont coupées, l'autonomie alimentaire de la Côte d'Azur, c'est 24 heures, les stocks. Est-ce que ça, c'est la résilience alimentaire du territoire? Eh bien non, je pense que ça a été la réponse municipale de la commune, de dire, c'est une réponse pragmatique, de dire remettons notre capacité alimentaire, mais comment on fait dans un territoire qui est hyper attractif pour le tourisme, pour la maison secondaire, avec une vraie compétition d'accès au foncier qui est devenue en fait une ressource rare. Et donc, on a porté ce projet commun, de dire comment faire pour trouver des solutions en analysant. Donc déjà, il y avait ce premier travail de diagnostic et on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes âgées isolées dans des grandes maisons avec des grands ténements fonciers, certains agricoles, certains en zone naturelle, et qui étaient sur la voie de la dépendance, dont les enfants étaient eux-mêmes vieillissants, avec une faible capacité d'accueil de ces personnes âgées et d'encadrement sur le territoire, et en même temps des nouveaux ruraux qui voulaient s'installer mais qui n'arrivent pas à se loger parce que le logement est trop cher. Et donc on s'est dit, mais en fait là, il y a deux profils qui peuvent fonctionner ensemble, et donc on a essayé d'imaginer donc de lever certains verrous, comment faire pour faire matcher ces deux demandes. Justement, alors comment faire? Quelles innovations vous voulez mettre en place sur ce territoire? Alors là, je dirais c'est une innovation à trois... il y a plusieurs types d'innovations. Déjà, c'est une innovation sociétale. Le dispositif qu'on a imaginé, c'était pouvoir... Comment on fait pour gérer le prix? Donc pouvoir dissocier la propriété des murs de la propriété du foncier sur le modèle du BRS, mais en échange non pas d'un loyer, mais d'un échange de temps à donner à ces personnes sur la voie de la dépendance, mais aussi, et pourquoi pas, à la société coopérative d'intérêt collectif qui a été créée il y a 6 ans maintenant, sur la commune de Châteauneuf-Grasse, pour piloter ce projet alimentaire de territoire. Et donc que du coup ce loyer soit versé en temps alloué à la collectivité. On a imaginé 2 modalités, 2 scénarios, de pouvoir redécouper ces grandes maisons individuelles, puisque la maison individuelle dont on parle à Châteauneuf-Grasse, la plus petite, fait 250 mètres carrés. Oui, c'est une donc il faut grande remettre maison dans le contexte quand même. Je pense que la plus petite emprise foncière, c'est 1000 mètres carrés, le plus petit terrain, petit jardin.
Donc le premier scénario, c'est de découper ces maisons individuelles. Et donc comment on fait à la fois dans le dispositif juridique, mais aussi spatial. Et le deuxième scénario sur lequel on travaille, c'est de pouvoir construire des nouveaux habitats en matériaux géosourcés. Et pour cela, on a un partenaire qui s'appelle Macroterre, qui est un centre de recherche sur la construction en matériaux géosourcés de sites. Et en plus, on est très exigeant, puisque c'est des matériaux qu'on ne veut pas transporter. Donc on construit avec ce qu'on trouve sur place. Si c'est de la pierre, c'est de la pierre. Si c'est de la terre, c'est de la terre. Et donc l'idée, c'est de proposer un habitat de qualité, adapté au territoire par nécessité, avec une forte inertie sur un territoire qui va devenir de plus en plus chaud, mais à un coût maîtrisé. Donc ça, c'est, je dirais, la deuxième innovation. Donc des belles innovations, mais en même temps, en face, on en avait discuté, un défi financier qui est quand même important, parce que certes, on peut lever des leviers techniques, mais derrière, votre projet, il rentre dans aucune case finalement. Vous êtes labellisé engagé pour le logement de demain, donc un grand programme qui a été lancé notamment avec le ministère de la Culture. Mais aujourd'hui, votre principal défi, c'est ça? C'est le financement? C'est arriver à mettre concrètement vous avez construit déjà des choses? Je dirais que pour tous ceux qui portent des sujets d'innovation en dehors des innovations techniques, on doit tous être confrontés au même problème, c'est qu'aujourd'hui, faire financer l'innovation dans le domaine des sciences humaines en France, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est encore, on n'a pas tout à fait trouvé la solution. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent en discuter avec nous, on est tout à fait ouvert à cela. Puisqu'il s'agit de porter un projet de recherche. Et c'est bien ça, et ça rejoint d'autres enjeux comme ceux du changement climatique. Aujourd'hui, on a besoin de cette recherche sur le territoire, puisque les enjeux ne sont pas tout à fait connus. On est face à l'incertitude, et on a besoin de financer ces recherches et de sortir de la pensée au silo qui nous ont conduits dans un certain nombre d'impasses. Et aujourd'hui, ces recherches-là, qui sont hybrides, qui sont à la croisée de différentes dimensions, que ce soit l'ingénierie, que ce soit les sciences du climat, que ce soit l'architecture, l'urbanisme, les compétences techniques. On ne sait pas comment les financer puisqu'elles sont transversales. Pour nous, ça, c'est un vrai enjeu. Mais du coup, monsieur le maire, oui, je vous en prie. Oui, on a la chance d'être dans un territoire où la technopole de Sophia Antipolis, la recherche, les scientifiques, on a des universités, on a à peu près tous les centres qui nous permettent sur le département des Alpes-Maritimes de monter des projets. Et il faut automatiquement trouver des solutions public-privé. Quand on parlait tout à l'heure de la société coopérative d'intérêt collectif, la commune a créé cette SCIC qui a comme mission le portage du projet alimentaire et énergétique du territoire avec les citoyens qui se sont engagés, les agriculteurs du territoire, de la région, les collectivités, que ce soit la CASA, nos voisins, les communes. Donc tout ce concept tourne autour d'une animation territoriale et souvent, je le dis, ce qui est marqueur, c'est les séminaires. On fait beaucoup de séminaires. Vous aurez le 12 octobre, porté par Éric Orsena, un séminaire sur les sols et l'eau. Ça fait 2 ans qu'il vient à Châteauneuf faire un séminaire sur le sol et l'eau. On a eu un workshop cet été sur la sécheresse, l'architecture et la sécheresse. Il faut absolument qu'on écoute et qu'on emmène les jeunes parce qu'ils ont des idées. Et nous, on a la chance, je voulais dire tout à l'heure, sur les évolutions de territoire, on était 3200 habitants, on est passé à 3600 habitants, parce qu'on avait 21% de logements de résidences secondaires. Il y a eu le Brexit, les gens pour vous, moi j'ai 20 nationalités sur la commune, il y a eu le Brexit, la moitié des anglo-saxons ont transformé leur résidence secondaires en résidence principale sont restés et moi j'ai passé la barre des 3500 habitants et du coup le seuil de construire des logements sociaux. Donc voilà, une des impacts qu'on ne mesure pas, qu'on ne peut pas prévoir et on va s'adapter puisqu'on va livrer 200 logements en BRS bientôt. Oui, c'est ça, ces projets finalement ça accompagne aussi votre développement, ça répond à vos attentes donc en termes de réponse sociale aussi, parce qu'on parle des personnes âgées aussi là, et finalement on peut rester optimiste sur votre projet, vous êtes très engagé. Quelles leçons vous tirez de tout ça? Depuis qu'on a une cantine bio à l'école, toutes les personnes âgées viennent manger à la cantine à midi. C'est ouvert aux citoyens. Il y a une augmentation des activités dans les associations. Il y a des nouveaux débats le 14 juillet. Voilà, c'est une petite commune à la française. Il faut garder cette qualité de vie, je pense. La grosse difficulté, c'est le transport. Nous, je m'excuse, mais on a très peu de chômage, on est à 3%.
On a un parc attractif, on est plutôt du C++. Donc la difficulté pour nous, elle est plutôt dans les modalités de transport. Tout le monde a la voiture. Là, on est en train de faire des pistes cyclables, de mettre à disposition des vélos électriques, parce qu'en plus, on a une topographie qui n'est pas évidente. Mais il y a un vrai enjeu sur le transport, et qui n'est pas de la compétence des maires, hein, puisque les voiries sont compliquées à mobiliser. Mais je veux donner un espoir à tout le monde. Nous, on a commencé le mandat en 2020 en faisant à tous les élus et au personnel de la commune, il y a 60 employés à la commune, la fresque du climat. Après, ils ont fait la fresque de l'alimentation et maintenant, ils vont faire la fresque de l'eau. Finalement, encore un engagement fort, une collaboration Je conseille à toutes les citoyenne. entreprises de le faire. Ça donne au moins, on parle de la même chose. Merci beaucoup. Donc oui, on le voit encore être plus près de... Vous pouvez les applaudir, bien sûr. Hein. Notre conférence n'est pas terminée. Mais justement, voilà, j'avais envie de discuter un peu avec vous et également Monsieur le Préfet sur ces défis à chaque fois de monter sur ces projets. Peut-être déjà, Monsieur le Préfet, une première réaction quand vous avez entendu ce projet de territoire. Châteauneuf de Grasse a une chance, c'est qu'elle a un maire qui est éclairé, qui est volontaire et qui a en tête la nécessité de changer les modèles. Ça, c'est, je dirais, la pierre angulaire. Voilà. Alors, on peut révéler peut-être effectivement sa formation, son expérience professionnelle, je lui laisserai en dire plus, mais voilà, nourrissent effectivement son ambition. Là encore, quelqu'un qui incarne finalement et qui incarne une ambition. L'incarnation, absolument. Oui. Et ensuite, et ce qui est extrêmement important, c'est l'articulation des dispositifs. Un mot, et Catherine Vautrin l'a dit aussi tout à l'heure. Par exemple, nous, quand on va travailler sur les centres-bourgs, on ne va pas embrasser l'ensemble des centres-bourgs des villages cibles. On va sélectionner des zones, tests, où on va commencer à initier les dispositifs. Parce qu'il faut passer un petit peu aussi de l'incantation des dispositifs et des ambitions à la dimension opérationnelle et effective. Et ça, c'est très important. Il y a aussi la nécessité d'animer les dispositifs. Par exemple, la rénovation des façades, la rénovation des logements. On va mettre en place, alors je dirais trivialement, des guichets pour expliquer aux habitants, pour les convaincre. Ça aussi, c'est important parce que le fait qu'il y ait des dispositifs, des financements, c'est très bien. Si on ne va pas les expliquer, si on ne motive pas et si on ne situe pas et replace pas ses ambitions dans une logique globale, on a perdu une partie de la bataille. Donc c'est beaucoup d'énergie qu'il faut investir. Et le maire, à la hauteur justement de ses projections, c'est encore des années et des années, c'est une animation constante, c'est beaucoup d'énergie. Et ça, c'est peut-être ce qui est difficile dans certains territoires. Bien sûr, et puis alors, on l'a entendu aussi tout à l'heure de Madame Perrin. Pour innover aussi, on comprend qu'il faut savoir déroger. N'est-ce pas, hein? C'est ce que vous expliquiez un petit peu, Madame Perrin ou Monsieur le maire. Comment on fait justement pour déroger? C'est une excellente question et une des réponses, en tout cas, c'est la nôtre en tant que professionnels, c'est de pouvoir créer une vision prospective d'un futur désirable et co-construit. Et ça, ce sont nos outils de concepteurs, que ce soit architectes, urbanistes ou paysagistes. Et d'ailleurs, c'est comme ça que s'est fondée notre rencontre, hein, sur le projet de l'alimentation durable et du développement durable du territoire, où en fait, Monsieur le maire m'avait demandé une faisabilité sur une ferme que la commune avait acquise. Et je n'ai pas répondu à la commande, j'ai fait une esquisse. Et je pense que l'esquisse a beaucoup plu, en fait, et elle a incarné ce qu'était le projet politique à un moment donné. Je pense que c'était ça qui comptait dans la réhabilitation de ce patrimoine, qui était une ferme au départ modeste, et puis qu'avec un jeu d'espace public, on l'a rendu très généreux. Et je pense que l'équipe municipale a reconnu son projet politique dans l'architecture qu'on leur proposait. Et donc, je pense que ça, c'est un outil, la visualisation et l'animation du dialogue territorial autour du projet prospectif, qui peut être mobilisé pour lever certains verrous. Monsieur le maire ? Oui, deuxième sujet, je pense que l'urgence climatique nécessite de faire quelque chose et même avoir le droit de se tromper.
Je raconte juste un bâtiment exemplaire parce qu'en 2016, quand on a été élu pour la première fois, on n'avait pas du tout l'idée d'un bâtiment. En 2017, on livrait le premier bâtiment à énergie positive de plus de 1000 mètres carrés avec la cogénération. Et à cette époque-là, les bâtiments de France, parce qu'on est en site classé, ne nous avaient pas permis de mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit. Et les panneaux photovoltaïques vont arriver le mois prochain. Ah oui. Donc il y a aussi des évolutions réglementaires qui font, mais on ne pouvait pas attendre qu'ils arrivent. Le bâtiment, il a été conçu avec énergie positive si on avait les panneaux. On l'a fait d'abord en neutre. On a perdu des subventions. Et là, il va passer en positif l'année prochaine. Il faut faire quelque chose. Et moi, ce que j'invite les élus, je suis aussi représentant dans des associations de maires, hein, même si on se trompe, mais il faut faire quelque chose. De toute façon, on ne sera jamais parfait. Hein. Et il est urgent que les projets aboutissent et qu'on fasse quelque chose rapidement. Donc une collaboration, une intelligence collective aussi, cette volonté de faire tomber encore une fois les barrières. Et il faut les rappeler que les expériences menées dans les vallées sont observées à la loupe. On ne parle pas de laboratoire pour rien, monsieur le préfet notamment. Vos expériences, c'est l'idée aussi, c'est que, et votre expérience aussi, hein, bien sûr, monsieur le maire, c'est d'en inspirer d'autres. Alors effectivement, quand on aura terminé nos œuvres dans les vallées, l'idée c'est de dire, voyez, on est parti vraiment de destruction majeure et on a fait en sorte, pied à pied, étape par étape, de donner à voir, encore une fois, un laboratoire qui puisse servir de modèle. Déjà un laboratoire et un modèle d'intervention territorialisée de l'État. L'État a fixé une ambition et a gardé sa ligne du début jusqu'à la fin. On fait en sorte aussi, et c'est central, d'articuler tous les sujets. On les a évoqués, l'agriculture par exemple, et le maire de Châteauneuf l'a dit très justement, il y a une déprise très forte dans les Alpes-Maritimes. L'idée c'est de réinstaller de jeunes agriculteurs. Donc on travaille sur le foncier, on va expérimenter dans les Alpes-Maritimes une idée qui m'est chère, c'est une foncière agricole qui ira au-delà des logiques portées par les SAFER, c'est-à-dire qui aura les moyens d'acquérir du foncier destiné et adapté à telle ou telle culture, et ensuite à le mettre en location avec une option d'achat 5, 7, 8, 10 ans, pour que de jeunes agriculteurs puissent s'installer et prouver leur modèle économique. En parallèle, on travaille sur la ressource en eau. Tout à l'heure, hein, cet après-midi, je serai au ministère de l'Agriculture pour essayer de mobiliser des crédits sur le Varenne agricole de l'eau pour restaurer des canaux dans les vallées. Il y a beaucoup de canaux. Et malheureusement, alors ils ont été en partie détruits par la tempête Alex, mais aussi, faute d'entretien, ils sont défectueux, ils fuient, etc. Donc retrouver cette bonne gestion de la ressource en eau. Enfin, revoir un certain nombre de perspectives en termes de culture. On réintroduit la culture de la vigne à la brique, par exemple, dans la Haute-Roya. On a beaucoup d'ambition. C'est aussi l'attractivité du territoire. C'est aussi des familles qui s'installent. C'est aussi donc des leçons à tirer, de modèles d'intervention futurs, peut-être pour nos territoires, et de faire évoluer aussi les législations pour vous aider tous C'est trouver de nouveaux équilibres, des équilibres qui se parlent, des logiques de vie qui soient plus valorisantes pour ceux qui veulent résider dans ces territoires, des mobilités évidemment qui soient plus douces, une exposition au risque qui soit maîtrisée, ça c'est extrêmement important. J'avoue qu'il y a encore un peu de travail, hein. Si la majorité des maires sont totalement convaincus, il y a encore, heureusement, des exceptions, même du côté des habitants, de gens qui me disent « Non, mais la tempête Alex, ça ne se reproduira jamais. Non, cette maison, elle n'est pas vraiment exposée au risque. » Enfin, à un moment donné, on ne peut plus débattre, heureusement. Et puis on le voit, dans d'autres territoires, d'autres catastrophes arrivent. Et, comme l'a dit le maire, on peut se tromper, mais à un moment donné, il faut trancher, il faut avancer, et il ne faut pas mettre de côté ce qui s'est passé, et encore une fois, intégrer tous ces enjeux qui sont des enjeux pour nous, pour nos enfants, et finalement faire en sorte qu'on puisse habiter cette terre autrement. Je pense qu'on peut le faire, mais il faut révolutionner les schémas. Et dernier point très important, ne jamais
jamais désespérer face à la législation et à la réglementation. C'est un point Alors, c'est un important. représentant de l'État qui le dit. On trouve toujours des moyens. Il faut être astucieux, il faut être ingénieux. Il faut faire aussi attention aux contentieux, hein, parce qu'on sait qu'à un moment donné, si on peut être sur la ligne de crête, il ne faut jamais déraper. Il faut aussi, je pense, aller demander et aussi essayer de comprendre. Enfin, voilà, on parlait de cette information aussi, vous le disiez vous-même, monsieur le maire, vous avez cette chance d'avoir eu cette pédagogie un petit peu de comment ça fonctionne. Une des difficultés dans la construction, c'est les recours. On n'a pas un permis qui n'est pas attaqué. Et dans les Alpes-Maritimes, si vous regardez la jurisprudence du droit de l'urbanisme, c'est 50% de la jurisprudence est fait par le tribunal de Nice, donc en France. Donc moi, j'ai eu la chance de n'avoir jamais eu un projet public attaqué. La question, c'est comment on fait. Alors, il y a des organismes. En gros, sur la commune, on oblige à construire en BDM ces bâtiments durables méditerranéens. Et dans ce cadre de ce bâtiment durable méditerranéen, il y a une obligation de concertation. Donc, la concertation, quelqu'un s'oppose individuellement, mais quand il est au milieu des autres, parce que le premier, avant j'étais adjoint à l'urbanisme, j'ai eu la crèche attaquée, un projet de crèche attaqué par les voisins parce que ça faisait du bruit. Ah oui. J'ai dit, c'est pas possible, il faut qu'on change de manière de faire. Et ça prend plus de temps, la concertation. Mais voilà, le résultat, elle est fondamentale pour que ça fonctionne. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot, Emmanuel, parce que je suis désolée, le temps presse. Un dernier mot peut-être pour... Effectivement, je pense que les clés, elles sont là, elles sont dans l'animation du dialogue territorial aussi en amont des projets. Je pense que c'est une des leçons de la tempête Alex et ça a fait émerger beaucoup de projets de programmation urbaine sur des petites communes. Et ça, c'est vraiment une manière tout à fait nouvelle d'associer les services de l'État, mais aussi les acteurs économiques et aussi les habitants en amont des projets. Donc c'est vraiment une acculturation. On arrive à faire des choses qu'on n'arrivait pas avant dans cet urbanisme négocié entre les risques et les différents acteurs du territoire. Puis je dirais peut-être comme un enjeu pour demain, c'est effectivement vraiment de sortir de cette pensée en silo et de travailler le lien. De travailler le lien entre toutes ces briques, entre la brique agricole, la brique de la construction, la brique de la mobilité, mais aussi la brique de la recherche et de travailler ce lien avec les acteurs du territoire. Merci beaucoup. C'est exactement ce qu'on essaye de faire ici aussi. Donc, merci à vous trois. Je pense que vous pouvez les applaudir pour ces fabuleux témoignages, ces expériences qui sont autant de leçons pour l'avenir. Je vous en prie, vous pouvez regagner le public.